Un bon film, c'est d'abord un bon scénario. D'ailleurs, on a l'habitude de voir des listes des meilleurs films, et il existe aussi des listes des meilleurs scénarios. Et les scénarios, ça pousse pas sur les arbres. Si c'était facile d'écrire un bon scénario, ça se saurait, et on n'aurait pas besoin de nous ressortir les mêmes films en boucle. La question, c'est comment est-ce que les producteurs d'Hollywood trouvent de nouveaux scénarios qui valent le coup de dépenser des millions pour les transformer en films, et parmi tous les scénarios qu'ils lisent, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a pas des pépites passées à la trappe? Aujourd'hui, on va parler des meilleurs films que personne ne verra jamais. Tous les films qui défilent actuellement à l'écran ont un point en commun. Leurs scénarios ont été blacklistés. Blacklistés, c'est le mauvais terme. Ils ont figuré sur la blacklist. Et si votre scénario finit sur la blacklist, préparez vos bagages. Votre carrière à Hollywood va enfin pouvoir commencer. Vous avez compris, la blacklist, c'est contre-intuitivement quelque chose que vous pouvez souhaiter à votre scénario. Tout a commencé avec ce gars, Franklin Leonard. En 2005, Franklin travaillait comme chargé de développement pour Appian Way, la boîte de production de Leonardo DiCaprio. Son rôle, c'était de lire des tonnes de scénarios pour trouver la perle rare. Et avec ses collègues, il discutait des meilleurs scénarios qu'ils avaient lus, jusqu'au jour où il a décidé de demander à environ 90 gars comme lui dans différentes boîtes de prod de lui envoyer leurs 10 meilleures suggestions de scénarios à lire. En échange de quoi, il recouperait les différentes suggestions pour faire une liste des scénarios les plus recommandés. C'est ainsi qu'est née la blacklist. Sur la première édition, on pouvait retrouver Zodiac, Little Miss Sunshine, Juno, Fast and Furious Tokyo Drift. Pourquoi blacklist? En référence justement à l'infameuse liste noire des années 50, celle qui visait à boycotter et censurer les artistes soupçonnés communistes. Cette fois-ci, la liste noire serait associée à quelque chose de positif. Tellement positif en fait qu'aujourd'hui quand votre scénario est sélectionné sur la blacklist, il a plus de chances d'être lu par les chargés de développement des grands studios, il vous rend éligible aux aides à l'écriture de l'Académie des Oscars via un concours de scénario, et surtout, il y a beaucoup de témoignages de scénaristes qui ont décroché des boulots d'écriture ou de réécriture une fois leur script validé par la blacklist. Mais alors, est-ce qu'il est possible pour nous de faire apparaître notre scénario sur cette liste? C'est l'idée que défend Franklin Leonard qui souhaite mettre tout le monde sur un pied d'égalité en laissant la qualité de notre scénario parler pour nous. Mais on verra plus tard que même avec un scénario à la hauteur de la compétition, il faut certains autres prérequis pour être sélectionné. En attendant, est-ce qu'on peut avoir accès au scénario sélectionné? Normalement, il faut représenter une société de production ayant déjà fait ses preuves pour pouvoir accéder au scénario de la blacklist. Mais en fouillant, j'ai trouvé un post Reddit qui référence tous les scénarios des blacklists de 2005 à 2020. Donc faites-vous plaisir, le lien du post est dans la description. Vous savez à quoi on a accès en revanche? À tous les pitchs des scénarios sélectionnés. Et d'après John Truby, écrire un bon scénario passe par écrire une bonne prémisse. Alors avant de vous mentionner mes pitchs préférés de la blacklist de 2024, je pense qu'il est temps d'analyser ce qui constitue une prémisse réussie. Du moins, d'après les standards des exécutifs d'Hollywood. Bien sûr, la blacklist est entièrement en anglais, et les scénarios aussi, mais lire en anglais quand on n'est pas bilingue, c'est un très bon moyen d'enrichir son vocabulaire. Ce que je fais, moi, c'est que je télécharge les scénarios sur ma liseuse, et quand je tombe sur un mot que je connais pas, je le sélectionne, et j'obtiens directement une définition du mot surligné. J'apprends l'anglais tout en lisant des scénarios. Et pour traduire les pitchs de la blacklist de 2024, on a obtenu l'aide du partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une application qui vous permet d'apprendre de nouvelles langues en totale immersion. Au lieu d'apprendre par cœur des traductions, on fait le lien entre des situations qu'on voit, les sons qu'on entend, les différences qu'on perçoit. Quand on a appris notre langue maternelle, on associait les mots à des idées, et non pas à leur traduction. Et là, c'est pareil. Pour que ça rentre plus efficacement, on nous fait comprendre le sens des mots. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre à se faire comprendre. Pour ça, Rosetta Stone utilise leur outil True Accent qui compare notre prononciation avec celle des locuteurs natifs de la langue qu'on apprend, pour qu'on s'exerce à parler comme eux. Un hombre y su gato. Le but, c'est de se préparer à tenir une vraie conversation avec un natif. C'est agencé pour qu'on apprenne des notions utiles en situation réelle dès les premières leçons. Les leçons durent environ 5 minutes, donc ça se glisse easy dans l'emploi du temps, et on peut rapidement préparer notre prochain voyage en choisissant la langue qu'on veut apprendre. Avec le lien en description, vous avez 60% de réduction sur l'abonnement à vie pour toutes les langues. C'est un achat unique pour avoir tout votre temps pour explorer les 25 langues disponibles. Je vous encourage vivement à essayer et je vous souhaite un très bon apprentissage. Merci Rosetta Stone. Une bonne prémisse peut avoir différentes formes. Dans tous les cas, la seule règle, c'est d'intriguer, de faire percevoir le potentiel d'une histoire qui peut durer plus d'1h30. C'est le seul vrai objectif de la prémisse. Maintenant, l'équilibre de la prémisse se joue entre le trop plein d'informations et le trop peu. Trop plein d'informations, et quand on termine d'avoir lu ou entendu la prémisse, on est obligé de relire ou faire répéter, en faisant l'exercice de relier toutes les informations pour être sûr d'avoir bien compris. Trop peu d'infos et l'intrigue paraît trop vague, difficile de se projeter. Par exemple, un jeune couple est plongé dans un jeu à boire qui tourne mal. Ok, pourquoi pas, mais c'est quoi l'enjeu? On peut savoir en quoi ça tourne mal, en quoi ce jeu à boire serait intriguant, et pourquoi ce jeune couple serait intéressant? Ok.
Un jeune couple ressentant les pressions de la vie d'adulte est plongé dans un jeu à boire surnaturel qui met à l'épreuve leur engagement, leurs relations et bien plus encore. Cette prémisse-là, déjà, donne plus d'indications sur les craintes des protagonistes, la nature du jeu à boire et les enjeux auxquels ils vont faire face. D'un coup, on perçoit mieux comment le film peut devenir intéressant et se différencier d'un court-métrage étudiant sur les soirées craignos où ça fait que teaser. Je vous donnerai mon top 5 des prémices que j'ai préférées dans la Blacklist 2024 juste après. La première chose qu'on retrouve dans absolument toutes les prémices, c'est un protagoniste. Parfois, on nous liste plusieurs personnages, il est plus dur d'identifier qui d'entre eux sera le protagoniste, mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va être proactif. Et la raison qui induit l'action, c'est la combinaison entre l'objectif, ou le désir, et l'obstacle. Donc la formule logique qui induit une histoire, c'est personnage plus désir plus obstacle. Souvent, seul l'obstacle est mis en avant, et on en déduit le désir qui reste implicite. Par exemple, là, on devine que la protagoniste va chercher à sortir de la pièce, et peut-être à comprendre comment et pourquoi elle est arrivée là. Plus le désir et l'obstacle sont en opposition, plus il y a de conflits. Plus les enjeux sont grands, c'est-à-dire plus la perte potentielle est importante, ou plus le gain potentiel est important, plus il y a de conflits. Et plus il y a d'urgence, plus il y a de conflits. En narratologie, on parle de deux types de conflits, le conflit interne et le conflit externe. Le conflit interne, il est psychologique et moral, il découle des croyances et du comportement du protagoniste vis-à-vis des décisions qu'il doit prendre. Le conflit externe, c'est les éléments extérieurs à l'esprit du personnage qui deviennent des obstacles à son désir. Pour une bonne prémisse, vous pouvez créer une situation qui va faire basculer l'histoire entre conflit interne et externe. Parfois, ce conflit peut émerger d'une transformation de personnage, et si votre prémisse préfigure une transformation, il y a d'autres éléments qui apparaissent. Pour avoir une transformation, il faut une situation initiale, un élément déclencheur, et soit une trajectoire, soit un état final. La situation initiale, ça peut être plusieurs choses. Parfois, c'est le contexte de l'histoire qui est important pour comprendre la nature du conflit. On peut nous indiquer sur quel territoire se déroule l'histoire, ou à quelle époque, ou quelle technologie de science-fiction permet au conflit d'émerger. Mais le plus souvent, la situation initiale nous en dit plus sur les personnages impliqués. Leur métier, leur passé, les événements qu'ils viennent de surmonter avant que l'histoire ne commence, ou simplement leur comportement habituel qui va être challengé par l'obstacle ou l'événement déclencheur. Un dernier élément qui rend une intrigue intéressante, c'est le facteur ironique. Par exemple, cette prémisse de biopic est rendue d'autant plus intéressante par l'opposition ironique entre le désir du protagoniste et son obstacle, qui dans ce cas particulier est le contexte social. Si c'était juste l'histoire d'une femme qui tente de devenir la première femme présidente des États-Unis, ce serait déjà intéressant, certes, parce qu'on imagine bien qu'il y aurait des challenges, qu'elle rencontrerait des comportements sexistes sur le chemin, mais ça semble d'autant plus impossible, d'autant plus tragique, que cette histoire se passe 50 ans avant que les femmes aient obtenu le droit de vote. Non seulement il y a cet élément ironique d'opposition entre la quête et le contexte, mais en plus on y retrouve aussi ce qu'on appelle une ironie dramatique. On l'a déjà expliqué sur cette chaîne, l'ironie dramatique c'est la différence entre les informations détenues par les personnages et celles détenues par le spectateur. Dans le cas de Vicky, le spectateur sait d'ores et déjà que la quête de Victoria Woodhull est vouée à l'échec, car il n'y a toujours pas eu à ce jour de femme à la tête du gouvernement des États-Unis. Donc on sait qu'elle n'y est pas parvenue. Et on la regarde essayer quand même. Dans Writing for Emotional Impact, Carl Iglesias nous donne sa propre formule de la prémisse. Pour lui, une bonne prémisse a une de ces deux formes. Titre est un genre sur description du héros qui veut objectif externe avant deadline. Et en bonus, on peut dire que ça se complique au fur et à mesure que blablabla. Ou alors, titre est un genre sur description de héros qui doit objectif externe, sinon conséquence. On voit avec la Blacklist qu'il y a beaucoup plus de variété que ça, mais certains de ces éléments se retrouvent dans certains pitchs. Par exemple, la notion de deadline dans Diana Destroys a Wedding. L'objectif de séparer le couple se joue en 7 jours, la deadline finale étant le mariage. Ou dans Onboarding, où l'objectif est de survivre au week-end. On sait que la deadline, c'est la fin du week-end. J'aime bien le fait qu'il propose deux types de motivation. L'une qui tire le personnage vers un désir, à travers des obstacles, et l'autre qui le pousse par devoir pour éviter une conséquence. Et le dernier élément qui m'intéresse ici, c'est la mention du genre de film. Je vois que très peu de mention des genres dans les prémices de la Blacklist. Alors, vous me direz, sur la plateforme d'hébergement de scénario du site officiel, ils indiquent le genre de chaque film à côté de chaque pitch. Mais sur la liste officielle des résumés à télécharger, les genres ils sont pas indiqués. On a quelques pitchs qui mentionnent le genre dans lequel ils opèrent, mais pour la plupart, c'est au lecteur de deviner en fonction des éléments de la prémisse. Donc soit par le concept, soit par le contexte, ou parfois juste l'objectif et la trajectoire du protagoniste, ça nous donne un aperçu du ton du film, et du ou des genres dans lesquels il va opérer. Donc ça me semble important que le genre paraisse assez clair quand on entend votre prémisse. Enfin, je me suis demandé comment éviter de tomber dans le cliché avec un résumé d'histoire aussi court. On est forcé d'utiliser des tropes, des conventions déjà vues et revues, alors comment ajouter de l'originalité quand la forme de l'histoire semble un peu trop classique, en redoublant de spécificité. Quand on ajoute un caractère à son personnage, on ajoute toute une dimension de lecture aux épreuves qu'il va traverser. Quand on précise l'état d'une relation entre deux personnages,
on suggère que cette relation va évoluer. Et même quand on parle d'une énième relation amoureuse avec ses hauts et ses bas, on peut donner des exemples précis de situations qui intriguent. Pour finir sur la structure des prémices, je crois avoir réussi à distiller les pitchs de la Blacklist en 3 catégories d'histoire. La bombe à retardement, le terrier du lapin et le test. La bombe à retardement, c'est à ne pas confondre avec le principe de deadline dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, je mettrais plutôt l'histoire de Diana Destroys a Wedding dans la catégorie test, puisque c'est le couple et les valeurs de la famille qui sont mises à l'épreuve. On peut retrouver des histoires à deadline dans la catégorie time bomb, mais ce qui définit la catégorie bombe à retardement, c'est une vérité sous la surface qui va finir par éclater au grand jour. Motherboy propose une intrigue type huis clos dans laquelle on découvre peu à peu qu'une relation mère-fils n'est peut-être pas si maternelle. Là-dedans, on n'a pas de deadline, juste une vérité qu'on attend de voir exploser. Dans Howl, on voit un acteur connu qui annonce en live qu'il va se transformer en loup-garou dans moins d'1 heure. Là, on a une deadline, mais surtout, on veut voir la vérité éclater. Se transformera-t-il vraiment en loup-garou, et si oui, que se passera-t-il? Ou alors, est-ce qu'il ment, et pourquoi? Ou Turnaround, dans laquelle la mort d'un acteur déclenche la notoriété et le succès de son meilleur ami avant qu'on découvre qu'il a secrètement tué son ami acteur avec la complicité de sa petite amie et agente. On attend qu'une seule chose, que la vérité éclate au grand jour. Le terrier du lapin peut aussi être nommé la spirale ou l'œil du cyclone, mais je trouve le terrier du lapin plus précis. Quand on s'enfonce dans le terrier du lapin, on plonge avec obstination ou ignorance dans un univers de plus en plus complexe, enchaînant révélations et complots, déchaînant les forces institutionnelles ou métaphysiques qui veulent notre perte. Quelques exemples, et je vous laisse faire pause si vous voulez lire les pitchs. Paparazzo, qui nous plonge dans le monde du show business et des complots. True Mermaid Story, dans lequel l'obsession du scénariste plonge sa vie dans le chaos à cause de l'histoire fantastique qu'il veut écrire avec réalisme. Bittersweet Symphony, qui nous plonge dans l'enfer juridique de la création d'une musique iconique. Ou encore Dog, l'enquête d'une famille suite à la mort violente de leur chien. Enfin, la catégorie test est assez évidente. Les personnages traversent une expérience qui peut changer leur façon de voir les choses ou de se comporter. Mom, où un père doit protéger sa fille de la mère infectée devenue violente. Is This You, où une jeune femme doit confronter sa mère et des versions d'elle-même adolescentes. Timeshare, dans un univers où on peut projeter notre esprit dans le corps d'un autre, un couple en galère financière accepte de prêter le corps de la femme à un homme riche pour une seule nuit, avant que ça parte en cacahuète. Tu me diras, en fonction des péripéties et des révélations, ce dernier pourrait peut-être entrer dans la catégorie du terrier du lapin. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 catégories d'histoire. J'ai l'impression d'avoir inventé ma propre théorie soupe salade sandwich, donc je suis pas peu fier. Ça se trouve ça existait déjà, j'en sais rien. J'ai noté une quinzaine de pitchs que j'ai vraiment aimé sur la Blacklist 2024, une quinzaine que j'aimerais vraiment lire ou voir. À savoir, j'ai lu aucun de ces scénarios et même une fois écrit, il faut aussi que le film soit réalisé, donc l'exécution peut sublimer ou souiller le film. Ça se trouve, en me basant que sur les prémices, je suis complètement passé à côté des vraies pépites. Parfois, un pitch vague et peu original donne justement lieu à une exécution brillante. Sur la toute première Blacklist, Zodiac, il avait eu le droit qu'à un seul vote, il était tout en bas de la liste. Et aujourd'hui, si vous aimez un peu Fincher, vous avez forcément vu le film. C'est justement pour ça que j'ai nommé la vidéo « Les meilleurs films que vous ne verrez jamais », parce que parmi ces scénarios, il y en a certains qui verront jamais le jour, alors qu'ils sont peut-être aussi, voire plus intéressants que ceux qui seront développés et produits. Tant que ça n'a pas été fait, impossible de savoir ce qui sera ou aurait pu devenir iconique. En 5e position, voici mon choix. Alors qu'elle emmène sa fille jouer chez une nouvelle amie, Alice se retrouve soudain face à Catherine, qui l'a harcelée enfant. Une soirée de conversation et de retrouvailles apparemment polies se transforme en une nuit de guerre psychologique. Les 2 femmes révèlent les cicatrices du passé et les blessures du présent, tandis que leurs 2 jeunes filles se livrent à leur propre jeu d'esprit. Playdate. Ça a l'air trop fun, on dirait la scène de Kill Bill avec les 2 mamans qui se battent en souriant à leur fille. En 4e position, un trio de femmes âgées et impertinentes reçoit une offre unique de la mort. Une semaine de jeunesse en échange de leur vie. Old Souls. Trop envie de voir des mamies redevenir jeunes. Les mamies, c'est toujours les personnages les plus rigolos. La question de faire face à la mort aussi, ça peut rendre ça extrêmement touchant. En 3e position, Aden est né avec une maladie rare qui le rend invisible aux yeux de ceux qui l'aiment. Il est confronté à des difficultés lorsqu'il tombe amoureux de son meilleur ami d'enfance. Boy, Girl, Fig. J'ai l'impression que ça peut avoir la même vibe que Il était temps fusionné avec Moonlight. Et j'ai grave envie de voir ça. En 2e position, lorsque Gavin découvre que la fille de ses rêves est en fait une hallucination persistante causée par une tumeur cérébrale qui grossit rapidement, il est obligé de se demander ce qui est réel, ce qui compte vraiment, et quelle est la meilleure façon de mettre fin aux choses avec quelqu'un qui le tue lentement. Ou pas si lentement. Toluca Lake. Le nombre de fois où je me suis demandé si ma copine était réelle. Et là encore une fois, cette question de faire face à la mort, je pense que tout le monde peut s'y projeter. J'ai pleuré comme un gros bébé devant We Live in Time, ou L'amour au présent, et c'est à ces sentiments-là que j'associe ce pitch. Avant de passer à mon pitch préféré,
qui va peut-être vous surprendre, quelques mentions honorables. NDA, c'est vraiment un pitch que je voulais mettre dans ce top 5, mais j'avais le droit qu'à 5 pitchs. Le conflit interne, il a l'air horriblement oppressant, et je pense que ça raconte une situation qui a dû arriver à pas mal de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, qu'on n'a pourtant encore jamais trop vu en détail au cinéma. Dans la même veine, même si je suis pas sûr que ce soit le même registre, je serais très intéressé de voir Vicky. Sinon, dans les trucs un peu fun, j'aimerais beaucoup voir Ex-Cons, Assembly Required et Diana Destroys a Wedding. Et sur ce qui est un peu plus intriguant, j'ai repéré Intimacy, Bateau Bateau, Dog, Is This You et Onboarding. Maintenant, pour ce qui est de mon pitch préféré. Après avoir survécu au raid d'une tribu rivale, une femme du Mésolithique enceinte forme une alliance improbable avec un loup afin de survivre à l'impitoyable nature sauvage préhistorique. A Band of Wolves. Ça a l'air tellement badass, ça me fait grave penser à Primal mais avec un mélange entre Apocalypto, The Revenant, je veux tellement voir ce film. D'ailleurs j'ai mis le fichier de la blacklist traduite en français dans la description, donc n'hésitez pas à checker et vous me dites en commentaire quel film vous voulez voir sortir en salle. Si vous écrivez vos propres scénarios, la question qui se pose c'est comment est-ce que je fais pour faire apparaître mon scénario sur la blacklist? Et pourquoi est-ce que ça peut coûter très cher sans aucune garantie de réussite? Imaginons que vous avez un scénario en anglais qui est vraiment à la hauteur de la qualité exigée par Hollywood, c'est déjà un très gros si, mais partons de ce postulat de départ. Deux options. Soit vous avez un agent, et le rôle de cet agent c'est d'envoyer votre scénario à des boîtes de production, et le mieux c'est si votre agent connaît quelques exécutifs qui ont un droit de vote sur les scénarios de la blacklist, pour donner une chance à votre scénario, soit vous n'avez pas d'agent. Et ça devient vachement plus compliqué. Il y a un article sur nofilmschool.com qui raconte comment un scénariste professionnel a réussi à faire atterrir son scénario sur la blacklist sans aucun représentant. Mais si vous lisez l'article, vous verrez qu'il avait déjà eu un premier scénario sur la blacklist, avec l'aide d'un agent précédent, puis qu'il avait travaillé plusieurs années dans l'industrie, rencontré pas mal d'exécutifs, qui l'a relancé le jour où il avait assemblé un nouveau scénario digne de leur attention. Donc à moins que vous travailliez déjà dans le milieu, je pense qu'il vaut mieux trouver un agent. Et pour trouver un agent, je peux pas vous conseiller. En général, ils viennent voir les artistes qui commencent à faire parler d'eux, soit en étant sélectionnés dans des festivals, ou en travaillant avec d'autres professionnels représentés. Bref, je m'égare sur un sujet que je ne connais pas. Mais j'ai parlé de coûts tout à l'heure. C'est payant la blacklist? Alors, si votre scénario est repéré par les bonnes personnes, non, ça devrait pas vous coûter quoi que ce soit. Une fois que les exécutifs concernés votent pour votre scénario, c'est plus de votre ressort. Mais alors, pourquoi il y a un service payant sur le site de la blacklist? C'est pas une entrée pour concourir à la sélection. C'est un service d'hébergement et de lecture de scénario pour vous donner une note et des points d'amélioration. Et la légende dit que si vous obtenez un 7 sur 10 ou plus, vous obtiendrez de l'attention sur la plateforme. Parce que le site propose aux scénaristes d'héberger leur scénario pour qu'il soit lisible par le cercle professionnel de lecteurs et d'exécutifs en échange d'un abonnement payant de 30 $ par projet par mois. Ça c'est juste pour l'hébergement. Maintenant si vous voulez qu'un lecteur note votre scénario, il faut payer 100 $ de plus. Et si vous êtes sûr de vous et que vous obtenez une note supérieure à 7, peut-être que votre scénario sera lu par plus de lecteurs intrigués et qui sait, peut-être un jour, un exécutif votera pour votre scénario dans la sélection finale. Peut-être. Franklin Léonard le dit lui-même, les exécutifs s'arrangent entre eux pour échanger leur vote sur les projets qui les arrangent. Pour faire une faveur à machin ou pour convaincre bidule, ils ont parfois intérêt à faire apparaître un script plutôt qu'un autre dans la sélection finale. Donc, ça joue des relations. Franklin nous dit que ces arrangements ne tiennent pas souvent la distance, puisque chaque exécutif n'a que 10 votes, mais c'est déjà un premier indice qui nous met la puce à l'oreille. Les nouveaux venus inconnus de tous ont moins de chances de percer que ceux qui ont le bras long. Et que dit la communauté sur internet ? Quand on lit les témoignages des scénaristes en colère, on a du mal à savoir s'ils refusent de remettre en question la qualité de leur scénario ou si le site est vraiment mal foutu. Beaucoup d'entre eux tombent d'accord sur deux objections. La première, la plus compréhensible, c'est que le lecteur qui devra s'occuper de noter votre scénario est forcément biaisé. Il a ses goûts et ses préférences. Sur un même scénario, votre note finale peut drastiquement fluctuer d'un lecteur à un autre. La seconde, qui est plus problématique, concerne la qualité des fiches de lecture. Plusieurs scénaristes accusent leurs lecteurs assignés de ne pas avoir lu leur scénario jusqu'au bout, ce qui leur vaut des retours étonnants sur certains personnages ou certains aspects de leur intrigue. Beaucoup de témoignages racontent qu'il a fallu payer plusieurs fois le service de lecture pour obtenir un retour satisfaisant. Et c'est pour ça que certains accusent le site d'être un gouffre financier designé pour dépouiller les pauvres scénaristes amateurs. Ces objections commencent à s'expliquer quand on se demande qui sont les lecteurs attitrés. Les critères de recrutement pour les lecteurs de la blacklist sont simples. Ils doivent pouvoir justifier d'avoir travaillé au moins 1 an à un poste d'assistant à Hollywood, en étant salarié, donc les stages ne comptent pas, et en ayant été amenés à lire et évaluer des scénarios dans leur travail. Si vous avez travaillé plus d'1 an comme assistant à Hollywood et que vous décidez de lire des scénarios pour la blacklist en étant payé au nombre de scénarios lus, c'est que vous aviez envie de continuer votre carrière à Hollywood.
et que les studios n'ont pas trouvé votre prestation à la hauteur du salaire qu'ils vous versaient. On n'a pas beaucoup de détails sur les conditions de travail de ces lecteurs. On ne sait pas combien est-ce qu'ils sont rémunérés, comment est-ce qu'ils sont évalués sur leur travail, etc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres moyens d'avoir des retours sur votre scénario. Et que si vous écrivez vraiment bien, il y a aussi d'autres moyens de faire passer votre film dans les mains des producteurs. En attendant, la blacklist est le produit d'une intention louable et on peut aujourd'hui l'utiliser comme outil pédagogique pour progresser à notre tour. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera notre prémisse qui sera disséquée par des apprentis scénaristes.